historien, philosophe, professeur émérite en histoire de la pensée islamique à l'université de la Sorbonne. Le thème du jour, c'est la relation entre le Maghreb et le Mashrek, entre l'ouest et l'est de cet espace plus vaste qu'est l'espace arabo-musulman. Est-ce que cette relation Maghreb-Mashrek exprime une fracture ou une continuité aujourd'hui ? Oui, effectivement, le Maghreb, l'espace maghrébin, comme je préfère l'appeler, parce qu'il faut bien voir l'immensité de cet espace, en tant qu'espace géographique, mais aussi en tant qu'espace géo-anthropologique. C'est de Benghazi jusqu'à l'Atlantique, jusqu'au Maroc. Et cet espace-là ne peut pas être confondu avec ce que nous appelons le Mashriq. Et vous remarquez que Mashriq, Maghreb, ce sont deux termes qui réfèrent au soleil. C'est le couchant du soleil et le levant, comme on l'appelle aussi, l'est, et le couchant. Couchant, Maghreb, le levant, Mashriq. Mashriq, c'est l'illumination, la lumière du soleil sur le... Et donc ce sont des dénominations extrêmement vagues. Quand on réalise ce que couvre le Mashriq en termes d'histoire culturelle, en termes de cohabitation dans le même espace géographique, de peuples, d'ethnies, de langues, de traditions religieuses extrêmement différentes, eh bien, on s'aperçoit que ces mots-là ne peuvent pas nous permettre de réfléchir sur les enjeux de ce que nous appelons grosso modo le Maghreb et le Mashriq. Le fait d'effacer toute cette histoire et donc toutes ces cultures, surtout depuis les indépendances et les luttes pour les indépendances dans ces différents pays, qui au XIXe siècle ont été mis sous la tutelle des nations, des grandes États-nations colonisatrices, en particulier l'Angleterre et la France. Il a fallu les guerres de libération après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les années 50, eh bien, ces guerres de libération ont donné lieu à une idéologie de combat qui s'appuie sur l'héritage de la langue et de la culture arabe et l'héritage de l'islam. Et ces deux héritages vont constituer les piliers de ce qui va s'incarner, par exemple, dans la Ligue arabe, qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Et il va s'incarner encore plus avec l'idéologie de la grande nation arabe, c'est comme ça qu'on l'appelle, quand Nasser et une équipe d'officiers en Égypte prennent le pouvoir en 1952. C'est une idéologie. Autrement dit, lorsque nous parlons aujourd'hui de Maghreb et de Mashriq, n'oublions surtout pas que c'est une construction politique d'essence idéologique. Elle est idéologique en ce sens qu'elle va ignorer l'histoire, elle va gommer les cultures, elle va gommer les constructions intellectuelles et les héritages intellectuels sur le plan théologique et philosophique pour ne conserver que l'affirmation nationaliste d'une unité arabe fondée sur ces deux grands piliers, arabe et langue arabe, culture arabe et islam. Or, il se trouve que ces deux grands piliers ont une longue histoire l'un et l'autre. En 1950, ça fait 15 siècles d'histoire. On ne peut pas effacer 15 siècles d'histoire. Et donc, il va se créer un grand trou dans les mémoires historiques des différents peuples, car il s'est constitué des peuples pendant ces 15 siècles. Des peuples qui n'ont pas rompu avec ce qu'on appelle en sociologie les mémoires collectives. Les mémoires collectives sont des mémoires régionales. Ce ne sont pas des mémoires nationales, étendues avec un État centralisateur. Vous voyez, alors là, il se pose des problèmes considérables. Voilà comment il faut aborder ces deux dénominations
qui sont dans toutes les revues, dans tous les journaux, dans tous les discours quotidiens. Et chaque fois qu'on dit Maghreb Mashrek, on réfère à des mémoires collectives idéologisées, nourries par les idéologies nationalistes depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, même la référence à l'arabe et à la culture arabe s'est estompée au profit d'une représentation mythologique de la référence à l'islam. Parce que je parle là de l'islam fondamentaliste qui a pris une expansion sociologique et une force politique qui a dépassé évidemment les limites et du Maghreb et du Mashrek pour devenir ce que nous sommes en train de vivre, cette tragédie programmée historiquement. Qui fait que le 11 septembre de 2001 a eu lieu et que le 11 septembre a déclenché quelque chose de pire qui est toujours lié à une histoire gommée. Quand on gomme la mémoire personnelle, je parle de la personne, de l'individu, quand il gomme sa mémoire, il vit dans l'aliénation. Les collectivités, c'est la même chose. Nous avons gommé les mémoires historiques et nous faisons n'importe quoi avec les idéologies. L'essor du fondamentalisme religieux s'est opéré à l'endroit même où s'était produite la Renaissance arabe, c'est-à-dire au Mashrek. Bien entendu. Le Maghreb est lui aussi dans cet espace, mais regarde aussi l'Europe. Oui, donc alors, comment il gère cette double appartenance? Oui, vous faites bien d'évoquer cet intermède qui a duré à peu près un siècle et demi. Exactement, on peut dire de 1800 à 1940. 1940, Deuxième Guerre mondiale, tout va être chambardé et tout va prendre une autre tournure. Mais pendant cette période-là, il y a eu effectivement des frémissements de vie intellectuelle et culturelle nouvelle, car les sociétés maghrébines et les sociétés du Mashrek vont se frotter, mais faiblement, à ce que l'on appelle en Europe la modernité. On va prendre des contacts éphémères, peu productifs finalement, avec cette modernité européenne qui, pour le Mashrek comme pour le Maghreb, va se présenter sous la figure historique du colonialisme, c'est-à-dire d'une domination, d'une ignorance de tout ce que représente justement l'histoire de ces deux grandes régions, qui sont deux grandes régions de civilisation et de culture multiples, qui vont être ignorées par les colonisateurs et qui vont déterminer un trou énorme, justement, compliqué, ce trou que j'ai évoqué tout à l'heure dans l'histoire de ces sociétés, en ajoutant le trou d'une intrusion par la force militaire et d'une conquête militaire et de tout ce que l'on va se représenter et construire dans le discours nationaliste de libération et qui se nomme impérialisme et colonialisme. On voit en même temps se développer une puissance médiatique au Mashrek, le cinéma égyptien, les télévisions arabes, et vu du Maghreb, on les consomme beaucoup, oui, en même temps qu'on consomme aussi les émissions venant d'Europe. Au temps de l'Andalousie, cette Andalousie qui a contribué considérablement à l'enrichissement de la culture d'expression arabe et de la vie intellectuelle d'expression arabe est regardée de haut par les gens de l'Iran, de l'Irak abbasside, en ce temps-là, c'est-à-dire de ce que nous appelons l'islam classique. Damas, c'est le Mashrek. Alors il y avait déjà cette perception d'un Mashrek qui donne des leçons et qui possède toute la culture arabe et qui est créateur, etc., et d'un Maghreb qui suit péniblement et qui recueille ce qu'il apprend de ses maîtres. Quand l'Andalousie disparaît, il ne reste plus que le Maghreb. Les Berbères sont toujours là, difficiles à convertir à l'arabe et à la culture, etc. Ils vivent de leur culture berbère, ce qui va créer des problèmes, justement, pour la prise en charge de l'héritage de l'arabe, de la culture arabe et de la pensée d'expression arabe au Maghreb, et va créer aussi là des problèmes qui ne sont pas encore étudiés en tant que problèmes handicapants pour la production de l'histoire dans la région de ce que nous appelons le Maghreb. Tout ça, c'est des choses, ce sont des chantiers que j'évoque
qui sont complètement négligés. Des chantiers sur lesquels on aura bien sûr l'occasion de revenir avec vous. Merci Mohamed Hafouz. Restez sur Mediasat. Les programmes et l'info continuent.